Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le parcours assez fascinant de Kai Zitsong. C'est ce dessinateur taïwanais, né en 1948, qui a réussi un pari un peu fou, non? Ah oui, tout à fait. Rendre les grands classiques de la pensée chinoise accessibles et même amusants grâce à la bande dessinée, c'est pas rien. Exactement. On parle de textes comme ceux de Confucius, Lao Tse, Sun Tzu, des choses souvent vues comme très sérieuses, voire intimidantes. Et lui, il en a fait des succès de librairie mondiaux. Alors ça vaut le coup de regarder ça de plus près. On va s'appuyer sur des éléments de sa biographie, des articles qui analysent un peu sa méthode, son impact. Alors l'idée, c'est de comprendre comment il a fait. C'est quoi sa recette, en fait? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? On sent déjà chez lui une conviction très forte. Oui, l'idée que la BD, c'est une sorte de langage universel, qui peut faire passer des idées complexes, au-delà des frontières et des cultures. Et les chiffres sont là pour le prouver d'ailleurs. Ah oui, carrément. On parle de plus de 40 millions d'exemplaires, vendus dans une quarantaine de pays, traduits. C'est colossal. Pour lui, le dessin, c'est pas juste illustrer, c'est vraiment un outil, une arme, même, dit-il, pour diffuser la pensée. Cette idée de la BD comme arme, c'est intéressant, mais alors concrètement, comment ça se traduit dans ses livres les plus connus? Je pense à Zhuangzi parle, Confucius parle ou le Zen parle. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Je crois que c'est un mélange. D'abord, il y a sa lecture très personnelle, très intime des textes. Il les digère en quelque sorte. Et ensuite, il y ajoute une interprétation visuelle qui est pleine d'esprit, très moderne dans sa sensibilité. Il ne fait pas que mettre en image alors. Non, pas du tout. Il filtre les concepts à travers sa propre compréhension. Et il utilise beaucoup l'humour. Un humour assez subtil, hein, souvent dans les expressions des personnages, des situations un peu décalées. Ça allège des idées qui peuvent être denses. D'accord. C'est ça qui a pu séduire un public adulte qui n'était pas forcément lecteur de BD au départ? Exactement. Le succès de Zhuangzi parle, par exemple, best-seller pendant 10 mois à Taïwan, c'est pas anodin. Ça montre qu'il a touché une corde sensible. Mais simplifier des textes aussi fondamentaux sans les trahir ou les appauvrir, c'est pas évident quoi. Comment il fait pour garder cet équilibre? C'est là qu'on voit qu'il connaît vraiment bien son sujet. Il cherche l'essence, le message clé, plus qu'une explication de texte hyper détaillée. Et puis son parcours personnel, ça aide à comprendre aussi. Ah oui, Il a quitté l'école à 15 ans pour dessiner, avec l'accord tacite de son père, ce qui était assez rare à l'époque, hein, faut le dire. C'est un autodidacte en fait. Il a exploré plein de choses. oui, j'ai vu ça. Il a fait de l'animation, il a même cofondé une boîte, gagné un prix important, le Golden Horse Award en 81, et puis changement complet de cap en 1984. Tout à fait. Il décide de tout plaquer pour se concentrer uniquement sur l'illustration des classiques chinois. Ah oui, c'est radical comme choix. Guidé par la passion, j'imagine. Clairement. Il dit lui-même que dessiner, pour lui, c'est comme boire du café quand on a soif. C'est un besoin, pas juste un travail pour gagner sa vie. Et ça se sent dans sa façon d'être, il a l'air assez décontracté. Laid back, comme disent les articles. Et il a plein d'autres centres d'intérêt, c'est ça? Oui, il collectionne des statues de Bouddha, il en aurait plus de 3000. Il joue au bridge à un très bon niveau, il jardine. Et on imagine que tout ça, ça nourrit son travail. Sa collection de statues, par exemple, ça a dû l'aider pour ses BD sur le zen, non? Probablement, oui. Ça donne une profondeur, une perspective différente. Même sa vie plus récente, le fait qu'il soit devenu moine Shaolin en 2020, ça s'inscrit dans une sorte de cohérence, de quête personnelle. Mhm. Tout ça participe à sa vision unique. Et la reconnaissance est venue d'ailleurs. Oui, il a reçu des prix prestigieux comme le prix Prince Claus aux Pays-Bas, qui salue justement cette recréation des classiques. Son impact à Taïwan a été énorme aussi. On dit qu'il a lancé le boom de la BD et de l'animation là-bas dans les années 80. Et il a aussi aidé à faire connaître la culture chinoise à l'étranger avec ses versions bilingues anglais-chinois. Tout à fait. C'est un passeur de culture en quelque sorte. Et quand on lui demande des conseils, il insiste sur quoi? Sur le contenu. Pour lui, un bon dessinateur, oui, il faut savoir dessiner, évidemment, mais il faut surtout savoir raconter une histoire en images et avoir quelque chose de fort à dire. Son conseil aux jeunes, lisez, lisez énormément. C'est un bon conseil. Finalement, ce qu'il a réussi, Kai Jizong, c'est une forme de démocratisation de la pensée. Prendre quelque chose de très ancien, parfois d'un peu élitiste, et le rendre vivant, accessible, au plus grand nombre. Grâce à la BD, à sa force visuelle et narrative, sans sacrifier l'intelligence du propos. Absolument.
Il prouve que ce médium, la bande dessinée, peut être une arme incroyablement efficace pour transmettre des idées, même complexes, avec esprit et pertinence. Et du coup, ça nous amène à une question, peut-être pour conclure. À notre époque, où on est un peu submergé d'informations, qu'est-ce que l'approche de Kei Jejong nous apprend sur les manières innovantes, disons, de partager les savoirs, même les plus anciens ou les plus difficiles?